Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qu'on a consacré aux États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est une zone qui suscite, comme vous le savez, autant de fascination que d'inquiétude, hein, en ce moment, entre les incertitudes politiques, les craintes sur les valorisations, la volatilité des marchés. Les raisons de s'y tenir à l'écart ne manquent pas, et c'est précisément la raison pour laquelle aujourd'hui on fait ce webinaire. C'est vrai que chez Sony, on a remarqué un constat assez simple, c'est que les investisseurs français, donc les conseillers financiers français, ont un biais domestique fort sur la zone du coup France et européenne de manière générale. C'est normal, c'est naturel. Les gérants sont principalement français, hein, dans les différents produits qui sont fournis dans l'offre française. Mais ce biais a un coût réel, hein. On regardait les chiffres encore hier. Sur les 10 dernières années, si on prend les 10 dernières années sur les marchés américains ont fait en moyenne 2 fois plus de performances annualisées que les marchés européens. On est en moyenne sur 11-12 de performances annualisées sur les marchés actions américains versus 5 à 6 annualisés en Europe. Donc ça, c'est pas un accident, hein, c'est une réalité structurelle, et on a, nous, le devoir, en tant que conseiller financier, et vous aussi, de prendre en compte dans notre approche de l'investissement, pour nos clients cette réalité-là. Donc investir aux États-Unis, c'est aussi prendre en compte un facteur assez important, hein, c'est le taux de change, c'est le dollar. Donc ça, c'est quelque chose qui est au cœur de notre réflexion aussi, dans l'étude de cette zone géographique. C'est d'ailleurs un exemple intéressant avec un fonds qu'on va vous décrire, dans quelques minutes, sur le fonds Sony US Corporate 31, qui est un fonds qu'on avait prévu déjà depuis 1 an et demi. Et à l'époque, au moment où il était prêt à être sorti, on a attendu puisque à ce moment-là, le dollar et l'euro étaient au niveau de la parité, et on a préféré attendre, et donc on a sorti le fonds il y a seulement 2-3 mois, lorsque le dollar a touché à peu près l'euro-dollar a touché à peu près les 1,18. Donc c'est ça aussi la gestion, c'est aussi de la patience. Donc voilà, fort de ce constat, on a développé différentes solutions. Donc sur les marchés actions, avec le fonds Sony North America, que Éric Lafrenière, ici présent, va vous présenter dans quelques instants, qui a une stratégie assez différenciante sur les différents fonds actions que vous avez l'habitude de trouver sur la zone américaine, avec notamment les dividendes aristocrates, et le fonds daté Sony US Corporate 31, que Kevin, sur la gauche, va vous présenter ensuite, qui est lui un des premiers fonds datés sur le crédit américain, disponible dans l'assurance vie française aujourd'hui. Donc voilà, les États-Unis font peur en ce moment, mais les ignorer, ce serait encore plus effrayant. Donc c'est vraiment l'ambition de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter des solutions différenciantes pour aborder les États-Unis autrement. Donc voilà, démarrons. Je mets l'écran en plus grand et je laisse Eric démarrer, je crois. Voilà, sur la macro, sur la zone américaine. Oui, donc bonjour à tous, merci d'être présent pour ce webinaire. Sur la partie macro, on va vous poser notre scénario central, parce qu'on est un peu limité dans le temps pour cette présentation, il y a plein de choses à voir. Les slides qui expliquent un petit peu ce positionnement se trouvent en annexe de la présentation qu'on va vous envoyer. Donc, nous, nos conclusions, donc peut-être juste un petit bémol en amont, c'est que bon, si le scénario de guerre Golfe dure très longtemps, ben, certaines de ces hypothèses devront être revues, mais nous partons du principe que, en tout cas, au moins le trafic devrait reprendre pour que le pétrole puisse sortir. Et si c'est le cas, ben, ce scénario-là reste bien entendu notre scénario privilégié. Donc, aux États-Unis, on constate qu'on a un marché du travail qui n'est pas nécessairement en chute libre ou en fort ralentissement. On est plutôt dans ce qu'on considère, nous, une phase de normalisation. Donc, la hausse du chômage, elle provient surtout de nouveaux entrants dans la population active et pas nécessairement d'une vague de licenciements. On voit que les entreprises continuent de faire face à des difficultés de recrutement et la démographie et les restrictions d'immigration jouent aussi un petit peu dans ce cadre-là. Donc, on a un taux de chômage qui devrait continuer de augmenter un tout petit peu, mais c'est vraiment parce qu'on est dans une phase de normalisation. Donc, à ce stade, on ne constate pas nécessairement de réelle inquiétude de ce côté-là.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des pressions salariales qui sont persistantes. Donc, la pénurie de main-d'œuvre pousse quand même la majorité des secteurs à augmenter les salaires, ce qui confirme une économie qui reste dynamique aux États-Unis. Il faut toujours garder en tête que la consommation reste un des moteurs importants de l'économie américaine. En ce qui concerne l'inflation, on voit l'inflation rester durablement au-dessus de la cible de la Fed. Donc, on devrait avoir une inflation qui devrait se maintenir plus ou moins autour de 3%. Si on a un effet un peu plus durable sur le pétrole, sans doute un peu au-dessus, en tout cas de façon temporaire. Le risque aujourd'hui sur la partie inflation, c'est que le rebond, on ait un rebond plus fort qu'attendu, ce qui n'est pas notre scénario aujourd'hui. Le réel point intéressant pour nous sur la partie américaine, c'est qu'on a une croissance robuste toujours aux États-Unis, même si elle est inégale. On voit que la consommation, elle est soutenue par la partie la plus aisée de la population, qui a bénéficié d'un effet richesse lié à l'immobilier, de l'effet richesse lié à la performance des marchés boursiers sur ces dernières années. Et parallèlement, on voit aussi de plus en plus d'effets liés au Big Beautiful Bill aux États-Unis, les dépenses de CAPEX, les sociétés qui veulent automatiser, qui veulent réindustrialiser pour concurrencer un petit peu cet effet hausse des salaires et cet effet main-d'œuvre un peu plus restrictive. Donc, conséquence pour la politique monétaire américaine. Aujourd'hui, je crois que le marché anticipe plus qu'une seule baisse des taux aux États-Unis, même si on a des propos qui tournent autour d'une éventuelle hausse des taux. Nous, on pense qu'on n'aura pas nécessairement de baisse des taux cette année aux États-Unis, mais que vu le niveau de croissance qu'on attend, et on le verra plus tard dans la partie sur les valorisations de marché, surtout les croissances bénéficiaires, que c'est en termes d'allocation géographique, c'est la zone qui demeure aujourd'hui sans doute la zone à privilégier entre l'Europe et les émergents. On a un biais de plus en plus favorable sur la partie américaine. Les quelques risques, c'est qu'on soit face à une surchauffe de l'économie américaine qui rend le travail de la Fed un peu plus difficile, un retour de l'inflation, les incertitudes sur la politique tarifaire, même si aujourd'hui on en parle un peu moins avec ce qui se passe dans l'environnement géopolitique, ou bien entendu une escalade du conflit qui pourrait avoir des effets très néfastes sur la croissance, mais au niveau plutôt mondial. Slide suivant, Paul. Voilà. Oui, alors, fort du scénario que vient de poser Eric, la classe d'actifs du crédit nous paraît toujours pertinente. Aujourd'hui, alors il y a plusieurs arguments pour justifier d'un intérêt sur le marché obligataire d'entreprise. Le premier argument, ce sont les taux absolus dans la classe d'actifs aux États-Unis qui sont sur des niveaux très attractifs, nous semble-t-il. À gauche, vous avez un graphique qui reprend l'évolution du taux d'intérêt nominal aux États-Unis et en Europe également. Et on va se concentrer uniquement sur les deux courbes en bleu qui sont le taux absolu et le taux réel, c'est-à-dire le taux absolu retraité de l'inflation aux États-Unis. Et on voit qu'aujourd'hui, on peut cristalliser des rendements sur la classe d'actifs du crédit aux États-Unis autour de 7% de taux. Donc, c'est un point d'entrée qui nous paraît intéressant aujourd'hui. Alors, je pense que vous nous avez perdu. Non, c'est bon, ça marche bien. C'est bon? OK. Alors, juste... Hop. Voilà. Donc, c'est un point d'entrée qui nous paraît intéressant aujourd'hui dans la classe d'actifs. Je vous amène sur le graphique en haut à droite qui reprend l'évolution des spreads par compartiment de rating. Nous, notre biais aujourd'hui, dans la proposition de valeur qu'on va vous décrire aujourd'hui, c'est de se concentrer plutôt sur la partie qualitative du haut rendement aux États-Unis, c'est-à-dire le compartiment des double B. C'est ce que vous avez en noir sur le graphique en haut à droite. On a aujourd'hui des spreads de crédit, des marges de crédit qui sont autour de 200 points de base sur ce compartiment. Ça nous paraît être le meilleur emplacement pour profiter
de l'intérêt du crédit aux États-Unis actuellement. Donc ça, c'est le premier argument, ce sont les taux. Le deuxième argument, c'est sur la slide suivante, Paul, ça concerne la partie technique. Parce que finalement, depuis plusieurs trimestres, nous avons des marchés qui sont techniquement bien orientés. Et le crédit n'est pas en reste à ce niveau-là, puisque les investisseurs s'orientent de plus en plus sur cette classe d'actifs et ça se traduit par des flux entrants sur le compartiment du crédit. C'est ce que vous avez à gauche avec les flux hebdomadaires sur le crédit aux États-Unis. On voit que l'histogramme en bleu qui représente plutôt le compartiment investment grade, eh bien, enregistre des flux positifs en dépit d'un contexte géopolitique qui est très incertain. Donc ça, c'est plutôt favorable pour cette partie-là du marché. Sur la partie du haut rendement, c'est l'histogramme en jaune. On enregistre une certaine méfiance depuis 3 semaines, date à laquelle a démarré ce conflit en Iran. On monitore ce sujet. On pense que si demain, il y a des développements, devrait revenir naturellement sur le haut rendement du fait des taux qu'on vous a présentés précédemment. Il y a un troisième argument favorable au crédit d'entreprise, notamment aux US, ce sont les fondamentaux. Puisque en fait, quand aujourd'hui on prête de l'argent à des entreprises, la principale question à laquelle on doit avoir une réponse positive, c'est est-ce que l'entreprise va payer ses coupons et nous rembourser à l'échéance? C'est ce qui nous intéresse principalement. Et quand on regarde les fondamentaux des boîtes, on constate qu'en fait, il n'y a pas péril en la demeure sur le compartiment des double B. Le graphique que vous avez à gauche, ça illustre bien ça. On a des effets de levier qui sont relativement bien gérés dans les entreprises du compartiment WB. Et quand on regarde les ratios de couverture d'intérêt, qui sont également importants à garder en tête dans un environnement de marché obligataire où les taux sont plus élevés, eh bien le ratio de couverture des intérêts, il est aussi bien géré par ce compartiment-là de marché. Donc, ça nous conforte dans cette idée de plutôt construire un portefeuille avec des idées WB. Et on voit qu'à l'inverse, les émetteurs simple B, c'est-à-dire les émetteurs qui sont dans des situations un peu plus fragiles, on va dire en relatif, eh bien, on a quelques arguments qui sous-tendent à être un peu dans l'attente de voir comment va se dérouler l'histoire sur la structure bilancielle. Donc, plutôt faire du double B, les fondamentaux sont bons, on le voit bien avec le ratio à droite que vous avez, les upgrades sur les downgrades. On a plus d'upgrades que de downgrades aujourd'hui dans le marché, donc fort d'un taux qui nous va bien, de facteurs techniques qui sont globalement encore présents, même si on monitore le sujet sur le rendement, et le fait d'avoir des fondamentaux de qualité, globalement, ça nous amène à être très positif sur cette classe d'actifs du crédit. Et c'est d'ailleurs sanctionné par des taux de défaut, c'est le slide suivant, des taux de défaut qui ne dérapent pas. Concrètement, l'agence Moody's fait un travail de qualité tous les mois et aujourd'hui, on est entre 5 et 6% de taux de défaut. Il y a effectivement beaucoup de dispersion sectorielle, il faut bien trier le bon grain de livret, mais globalement, si on arrive à se positionner sur les bons secteurs et sur les bonnes entreprises, ça devrait bien se passer pour notre proposition de valeur du jour. Oui, on l'évoquait tout à l'heure, donc un petit point sur la valorisation des marchés US. Ce sont des données au 6 mars, mais on voit un petit peu aujourd'hui que le médian des analystes des diverses maisons est autour de 7550 pour le S&P, ce qui laisse un potentiel d'appréciation sensible. On a même eu un de nos partenaires de recherche ce matin qui a relevé dans cet environnement son target price pour le S&P cette année. Et ce qu'on constate, et on le verra, si tu peux passer sur la slide suivante, Paul, s'il te plaît. Voilà. Celle d'après, on reviendra à celle d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a encore des très fortes croissances bénéficiaires attendues aux États-Unis et en accélération sur 26 et 27.
On a atterri sur 2025 avec un peu moins de 13% de croissance bénéficiaire. On attend 16,8 sur 2026 et on attend 16,5 sur 2027. On a les premières estimations pour 2028, je vous l'accorde, c'est un peu loin, mais on est à 11,4. Donc, on a des croissances bénéficiaires à 2 chiffres pour les 3 prochaines années attendues. Bien entendu, il y a des écarts entre secteurs. Là aussi, la sélection des secteurs et des valeurs sur lesquelles on va investir est importante. Si tu peux juste revenir sur celle d'après, et après, on reviendra un petit peu en arrière, je suis désolé. Oui, bon. Celle d'après, oui, voilà. Ce qu'on constate aussi, c'est que les marges attendues sur les entreprises américaines continuent d'être très fortes. Hein. On était autour de 18% sur 2025. On est attendu sur 2026 à 19,7, à 21 pour 27 et 21,7 pour 28. C'est qu'on constate aujourd'hui que les marges des entreprises, malgré les craintes qu'on avait pu avoir sur les tarifs, malgré les craintes qu'on a à court terme sur la hausse du prix du pétrole, les salaires, etc., on a quand même des entreprises qui arrivent à maintenir leur niveau de marge en améliorant leur process et qu'on continue d'avoir donc le double facteur marge qui s'améliore et qui reste très élevé avec une croissance bénéficiaire très forte. Si tu peux juste revenir 2 slides en arrière, par contre, cette fois-ci, ouais, voilà, celle-là, c'est très bien. Donc, ici, ce qu'on constate sont des données au 20 mars, c'est la décomposition de la perf de l'indice entre la partie qui est liée à la croissance bénéficiaire et la partie qui est liée au re-rating de l'indice. Donc, vous voyez, l'indice au 20 était en dollars en baisse de 5%. Donc, on voit qu'on a une croissance bénéficiaire qui est en hausse et par contre, on a un re-rating donc, du marché à la baisse. Donc, on a des valorisations qui deviennent beaucoup plus attractives, qui baissent dans un environnement où on a de très fortes croissances bénéficiaires qui sont attendues. Donc, tout ça, ce sont des éléments hyper favorables pour la classe d'actifs actions américaines. Je peux repartir dans l'autre sens. Les marges. Donc, le processus d'investissement de Sony North America, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un fonds qui fonctionne avec double poche. Donc, on a une poche cœur qui est basée sur la croissance régulière des dividendes, donc les sociétés qui ont été capables de faire croître leurs dividendes de façon annuelle pour un minimum de 15 ans. Ça s'inspire un petit peu de l'S&P Aristocrate qui lui regarde 25 ans, mais ça crée des biais sectoriels trop forts. Nous, on préfère regarder 15 ans, ce qui inclut la crise financière et la crise sanitaire. Et on voit que malgré ces crises fortes, ce sont des boîtes qui ont réussi à faire croître leurs dividendes. Donc, ce sont des sociétés qui sont plutôt des boîtes de fonds de portefeuille. Et l'idée, c'est que quand on est plus prudent sur le marché, on a plutôt tendance à avoir une allocation plus forte sur cette poche. Et quand on est un peu plus en risk-on, on a une allocation un peu plus proche de la borne basse qui est de 30%. Et l'idée, c'est de compléter cette assise de la gestion avec les thématiques qui nous semblent pertinentes pour le moment. Donc, dans les thématiques qu'on met un petit peu en avant, on a le reshoring, la sécurité, les modes de transport de demain, l'innovation technologique, bien entendu, hein, les changements de mode de consommation. Ce qu'on a aussi en portefeuille, c'est tout ce qui tourne autour de la chaîne d'énergie et de l'approvisionnement en énergie aux États-Unis. Ce que je voulais illustrer ici, c'est qu'on le voyait, ce sont des données. Non, reviens en arrière de 1, s'il te plaît. Merci. Donc, ce qu'on constate, c'est que effectivement, dans les périodes où les marchés sont un peu chahutés ou les périodes de crise, vous l'avez vu, le year to date sur le tableau ici. Donc, on a l'Aristocrate qui surperforme sensiblement le S&P 500. Vous l'avez vu aussi en période de 2022, hein, où l'Aristocrate ne baisse que de 6% alors que le S&P avait perdu 18%. Vous l'avez vu en 2008. Donc, on a ces périodes de crise où ces valeurs de croissance régulière du dividende jouent réellement un rôle d'amortisseur. On ne peut pas être investi que là-dessus parce que les marchés, si on regarde sur longue période, sont quand même globalement des marchés qui sont en progression. Et donc, par moment, il faut avoir plus de risques et aller chercher les autres thématiques du moment. Ça, ici, c'est plus pour votre information, ces différentes stratégies qui existent autour du dividende. Sont ici les autres thématiques, les thématiques donc, que je vous ai évoquées avec le rationnel derrière chacune de ces thématiques-là. On en a déjà parlé, ouais, voilà. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, bon, je te laisse parler peut-être de la perf, mais après, on va parler du positionnement du fonds.
Oui, alors là, sur les premiers résultats du fonds et justement de cette mise en pratique de cette stratégie de dividende aristocrate avec aussi les méga tendances, on est vraiment satisfait de la performance. Ce que vous pouvez voir, c'est l'année 2025 qui a été une année assez test sur les marchés. Alors, les marchés américains en dollars ont été assez porteurs, mais vous l'avez sûrement remarqué sur vos portefeuilles en euros, il y a eu une vraie sous-performance due à l'effet de change. En moyenne, on peut compter à peu près 13% d'effet devise sur les portefeuilles français et européens. Et malgré tout, le fonds Sony America, qui lui est en euros non hedgé, s'en est très bien sorti avec une performance de 7,18 sur l'année 2025, donc toujours en euros, ce qui est à plus de 3,5 au-dessus de son indice de référence. Donc ça a été une très bonne année 2025 dans un contexte justement chahuté dans lequel on peut s'intéresser à des stratégies comme celle-là. Et on voit un début d'année aussi qui a très bien fonctionné. Alors là, vous voyez, on est au 27 février, donc effectivement, les 2 dernières semaines ont été un peu plus complexes comme vous le savez. Néanmoins, ça résiste très bien. Donc on est vraiment satisfait de ces résultats-là et les quartiles et les différents classements le mettent en valeur également. Je te laisse reprendre sur le. Et donc, l'idée, c'est comme je l'expliquais, c'est d'essayer de piloter l'allocation entre la poche cœur et la poche multithématique. Ce qu'on veut illustrer un petit peu, c'est dans le tableau de gauche. Donc, vous avez en saumon le S&P aristocrate, vous avez en bleu ciel le S&P en euros, et vous avez ensuite, c'est l'allocation sur la poche cœur qui évolue. Donc, on avait, une allocation assez faible, vous le voyez, en octobre sur la partie cœur. On voit que l'écart entre le S&P aristocrate et le S&P classique avait atteint des niveaux très importants. On devenait un peu plus prudent sur le marché. Donc, on avait fortement renforcé le poids de cette poche. Et comme vous le voyez, on a eu une espèce d'effet rattrapage où on a eu un S&P qui n'a plus vraiment performé et ces valeurs dites de croissance des dividendes qui ont rattrapé fortement leur retard. Et on est arrivé dans les dernières semaines avec ce qui se passe autour de la crise financière. On avait envie de remettre un peu plus de risques dans le portefeuille. Donc, on a réduit sensiblement le poids de la poche cœur pour revenir autour des 34-35%. Parce qu'on reste positif sur cette dynamique de croissance bénéficiaire aux États-Unis et certains segments qui ont été, ce qui nous concerne, peut-être trop largement frappés par cette correction des marchés depuis quelques semaines. Et donc, on a remis un petit peu de risque dans le portefeuille. D'ailleurs, ça vous le voyez très bien dans le tableau de graphique de droite, où vous avez le poids alloué à la poche tech au sens large et cybersécurité, qui avait été sensiblement réduite et que nous avons en début d'année sensiblement sous-pondéré le secteur et progressivement on est revenu sur le secteur pour être aujourd'hui à peu près en ligne en termes de poids avec une diversification principalement hardware, mais aussi depuis environ 2 semaines avec un retour sur quelques valeurs du software qui nous paraissent avoir été injustement pénalisées. Page suivante. Donc, ce que je vous explique, vous le voyez très clairement. Hein. Vous avez depuis plusieurs mois, vous avez comment le fonds est positionné par rapport à son indice, donc le Bloomberg équivalent au S&P. Donc, vous voyez l'évolution. Donc, je vous disais, on a remis du bêta sur le dernier mois. Vous le voyez ici sur le rebond du bêta. On avait un rendement pour à peu près la moitié du portefeuille investi sur les stratégies de dividendes qui était à peu près équivalente à celle de l'indice. Comme on a réduit le poids de cette poche, vous voyez qu'aujourd'hui, on a un rendement un petit peu inférieur à celui de l'indice. On a un momentum qui est inférieur à celui de l'indice. Hein. Ça, c'est historiquement parce qu'on est moins présent sur les méga caps tech. Et on avait une valorisation qui était beaucoup plus chère que l'indice. Mais ce que vous pouvez voir dans les derniers mois, c'est qu'on a réduit cet écart de valorisation. Donc, le PE de notre fonds, de notre portefeuille, aujourd'hui est très similaire à celui de l'indice. Et en termes de taille, vous le voyez, on est massivement sous-investi sur les méga caps et les large caps US par rapport à notre indice de référence. Et puis, comme vous
constater, comme on a augmenté le bêta du portefeuille, on a aussi récemment mécaniquement augmenté la volatilité du fonds, parce qu'on a remis un peu plus de valeur de croissance un peu plus volatile. Vous le retrouvez dans la toile ici, les allocations. Vous avez ici les principales positions du fonds à fin février, début mars. Donc, vous voyez les écarts par rapport au poids dans l'indice. Donc, ça reste un fonds de réelle conviction. Dans les top valeurs, vous n'en avez qu'une dans les Mag 7, c'est Microsoft, qui est la valeur des Mag 7 qu'on aime, qu'on surpondère. Le reste sont vraiment des choix de conviction avec la poche ou la thématique sur laquelle ces valeurs sont investies. Voilà. À toi, Kevin. Bon, alors, on passe du côté du crédit désormais. Donc, vous avez bien compris, nous, on vous propose deux produits, deux valeurs ajoutées aujourd'hui. Sunny North America sur la partie equity et Sunny US Corporate 2031 sur la partie fixed income, sur la partie crédit d'entreprise. Bon, ça, c'est notre proposition en fonds daté. Voilà. Alors, comme l'expliquait Paul en préambule, c'est un fonds qui a été lancé il y a quelques mois désormais. On vous présente ici la photographie de ce portefeuille que l'on cherche à atteindre et ça va vous donner un peu de couleur sur l'intérêt de ce véhicule. Alors, en termes de taux de rendement, aujourd'hui, on est entre 6,50 et 6,70% de taux actuariel à maturité dans le fonds. Une durée résiduelle qui est autour de 5 années,6 dans la mesure où on va graviter autour du 31 décembre 2031 en termes d'échéance des obligations. La notation moyenne du fonds, elle va être double B, c'est-à-dire que dans l'idée qu'on se fait de cette proposition de valeur, on veut du high yield, mais on veut la partie haute du high yield. Donc, ça va être du double B, ça représentera entre 55 et 65% du fonds. Dans la même veine, on cherche à être granulaire de manière à réduire le risque spécifique. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir des paris trop marqués. Donc, le top 10 dans le portefeuille ne représentera pas plus de 13% environ du portefeuille. Et ça se traduit bien dans le nombre de lignes, puisqu'on aura plus de 100 lignes en portefeuille de manière à diluer ces risques spécifiques et avoir un maximum de bêta de qualité dans le fonds. Donc ça, c'était la photographie du portefeuille. Et on va maintenant décliner ça au travers de la répartition géographique, par notation et par secteur. Alors, en haut à gauche, vous avez la répartition géographique. Bon, le nom du fonds, c'est US Corporate 31. Donc, nécessairement, vous allez avoir pas mal d'Amérique du Nord dans le portefeuille. Ici, ça sera plus des 3/4 des obligations qui seront avec un risque US. On va diversifier cette base géographique en ayant environ une vingtaine de pourcents sur des risques européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous connaissez beaucoup sur le crédit d'entreprise en Europe et on va s'appuyer sur cette connaissance du marché européen pour tirer profit des meilleures idées qu'on a en Europe et qui a également de la dette aux US. Donc, on va mettre les émetteurs qu'on apprécie le plus là-dessus et ça va représenter, ici, vous le voyez, 18,7% du fonds avec des risques européens, mais de la dette américaine derrière. Ça, c'est pour le volet géographique. Le volet notation, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, 55% du fonds en double B. On va avoir un socle de simple B également qui va représenter un peu moins de 30% du fonds. L'idée étant derrière, c'est de proposer un taux absolu autour de 6,50, entre 6,5 et 7% à échéance dans le fonds. Et puis, on va avoir aussi un volant en investment grade parce que ce fonds daté sera ouvert durant toute la vie du produit. Vous pourrez entrer et sortir à votre guise. Et donc, pour gérer des questions notamment de liquidité, on va garder ce volant sur des emprunts de très bonne qualité de signature investment grade.
La répartition sectorielle, eh bien, finalement, elle va s'inspirer de l'échantillonnage qui nous est permis dans le marché américain. Et donc, on va retrouver un peu mécaniquement beaucoup d'énergie dans le fond, dans la mesure où c'est une part importante de l'univers du high yield aux US. Donc ici, plus de 22% sera exposé sur l'énergie. On va retrouver de la consommation cyclique, puisque comme le décrivait tout à l'heure Eric, on a des salaires qui sont plutôt tirés à la hausse, on a un wealth effect qui est là, donc il y a une consommation interne aux États-Unis qui est assez dynamique, et donc on va essayer de tirer profit de cet aspect-là en mettant de la consommation discrétionnaire dans le portefeuille pour plus de 19%, et puis on retrouvera également des financières, un secteur qu'on apprécie également, c'est ce que vous avez pour 15,8% du portefeuille. Alors, quelques exemples du fond. Je ne vais pas brosser les 5 lignes. Simplement, Citigroup que vous avez tout en haut, je voulais vous la mettre en avant parce que c'est également l'une des principales convictions d'Eric. Et c'est là où, en fait, on associe cette proposition de valeur crédit avec une proposition de valeur equity. C'est qu'en fait, on est l'un en face de l'autre, on se parle quotidiennement et ça nous permet de mutualiser les bonnes idées. Donc, Citigroup 2034 que vous avez ici, qui a un emprunt subordonné daté, bah, c'est également une ligne partagée par Eric et donc on arrive à bien suivre la valeur puisqu'on est, on est ensemble des deux côtés de la capital structure. Je vous parlais tout à l'heure des émetteurs européens qu'on connaît bien et sur lesquels on vient tirer profit en allant sur de la derrière. Typiquement ici, vous avez de la Iliad 8,5 coupons d'échéance 2030 qui est dans le portefeuille vraiment Vidian 2030 qui sont deux prix du gisement européen et avec une dette en dollars. Donc ça, on aime bien. Et puis, des cas spécifiques US aussi, parce que c'est un peu l'intérêt d'aller s'exposer à ce crédit, à ce fonds-là, c'est d'aller chercher des histoires crédit un peu différenciantes. Et donc, ici, on vous en met deux. On vous met Terex, qui est spécialisé dans les équipements de collecte de déchets. En fait, ils fabriquent les camions. Donc, ça nous permet d'être positionnés sur des secteurs et sur des industries qui sont très intéressantes et qui, d'ailleurs, présentent des profils crédit et des générations de free cash flow qui sont très intéressantes. Donc, voilà, quelques exemples. On vous laissera la présentation à disposition et n'hésitez pas si vous avez quelques questions à ce sujet-là. Ici, un slide très important parce qu'on a beaucoup parlé du crédit. Tout à l'heure, Paul l'a évoqué, hein, il l'a dit, on n'est pas couvert du risque de change. Et ben, là, on va rentrer un petit peu dans la bécane. On va regarder pourquoi on vous propose deux véhicules qui sont non couverts du risque de change. Alors, il y a la première raison, c'est qu'effectivement, on rencontre de plus en plus d'investisseurs qui ont une appétence naturelle à diversifier leurs risques de devises. C'est-à-dire qu'on est très franco-français, très Europe, mais il y a une volonté aujourd'hui dans le contexte actuel politique, géopolitique, économique au sens large, de diversifier les devises. Et donc, profiter d'un portage attractif dans ce véhicule et d'avoir une exposition, en plus de ça, sur la parité euro-dollar avec un biais dollar, ça nous paraît extrêmement pertinent. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, ce fonds-là, on n'émet pas d'atterrissage sur la parité euro-dollar à échéance 2031, j'en ai strictement aucune idée. En revanche, il y a une certaine police d'assurance avec ce graphique-là parce que, indépendamment de où atterrira la parité euro-dollar, on arrivera à protéger le capital du fonds. Et c'est ce que vous avez ici. Finalement, on est à 1,16 sur la parité euro-dollar actuellement. Si la parité dévisse et va à 1,39, hein, c'est le scénario avec la courbe en rouge, eh bien, vous ne perdrez pas d'argent à l'échéance puisque le portage est suffisamment important pour absorber ce choc de parité euro-dollar. Donc ça nous paraît être aussi un message très important dans le véhicule. C'est la capacité d'exprimer un investissement captant du portage américain avec du yield beaucoup plus élevé et d'avoir ce biais dollar qui est important et qui est finalement protégé en quelque sorte naturellement. Voilà. Alors, la slide suivante. Bah, ça, c'est les récaps. On va peut-être te laisser, Paul. Ouais, merci messieurs. C'était très clair. Je trouve qu'on a fait une belle
Une belle overview du coup de ces 2 fonds. Alors pour résumer, la proposition de valeur de Sony aujourd'hui sur la poche, américaine, c'est donc de vous proposer 2 solutions. La première sur les actions, la deuxième sur les obligations. Alors à qui s'adresse cette typologie de fonds? On a plusieurs cas de figure qui se présentent à nous, puisqu'on a beaucoup de partenaires qui ont des besoins différents, mais on retrouve sur la partie action beaucoup d'intérêt, notamment pour cette crainte de la surpondération des méga caps et de la tech en général dans les fonds actions américains ou même dans les fonds actions globaux, dans les indices de manière générale, qui, heu, qui atteignent des niveaux de valo et des niveaux donc de risques qui peuvent présenter justement tout son, heu, pas mal de craintes pour les investisseurs. Donc c'est une partie, c'est une manière de se différencier dans son investissement aux États-Unis à travers donc le fonds Sony North America et sa stratégie sur les dividendes aristocrates. Donc d'avoir d'autres valeurs du marché américain, qui encore une fois est un marché beaucoup plus profond que ce qu'on peut potentiellement imaginer et avoir en catalogue dans les fonds très benchmarkés, dans les possibilités qu'on a de France. Ça s'adresse aussi à des investisseurs qui justement ont peur de rentrer, puisque encore une fois, on le cite tout le temps, les niveaux de valo sont très hauts, donc on a peur de faire face à une chute des marchés et donc de s'exposer pour son client à une forte baisse. Donc là, vous avez cette poche défensive qui, encore une fois, est assez rassurante au travers des dividendes. Et voilà, c'est un fonds qui est vraiment sur le long terme, qui est fait pour vous accompagner en cœur de portefeuille sur la poche US, qui, comme on le voit, hein, j'ai cité tout à l'heure la surperformance des États-Unis sur le long terme. On peut aussi regarder, par exemple, les indices comme le MSCI Monde, dans lequel on voit que la poche américaine n'a cessé de se renforcer sur les 20-30 dernières années. Et aujourd'hui, on est à peu près à 75 de la performance d'un indice monde qui vient des sociétés américaines. Donc, c'est une réalité à prendre en compte dans les portefeuilles si on veut faire de la performance. Mais dans ces sociétés-là, évidemment, il n'y a pas que les GAFAM et Magnifique Seven. Donc, intéressant pour se différencier sur les États-Unis. Et de l'autre côté du spectre, on a donc un fonds obligataire daté américain, Sony US 31, qui est unique sur le marché actuellement. Donc là, ça s'adresse aussi à plein d'investisseurs potentiels. Alors, vous le savez, le marché obligataire en Europe a tendance à perdre un petit peu de sa superbe depuis quelques mois, depuis maintenant plus d'un an. Donc, il y a beaucoup de clients CGP qui sortent des fonds datés de manière générale. Donc là, vous avez un relais de performance que vous pouvez venir chercher avec ce type de fonds-là. Il y a également les fonds monétaires, les comptes à terme et cet obligataire très court terme qui lui aussi perd un peu de jus. Donc là, ça vous amène dans votre poche obligataire une solution différenciante. Il y a aussi des clients qui veulent s'exposer aux États-Unis, mais qui ne veulent pas cette volatilité des marchés actions. Donc là, vous avez un fonds reste obligataire, qui est série 2, qui a donc un coupon de protection de plus de 6,5% annuel. Et en plus de ça, il y a les clients qui veulent vraiment jouer ce timing. C'est-à-dire qu'on a une Fed qui n'a pas vraiment fait son travail de baisse des taux. Donc, c'est un moment intéressant d'aller se positionner sur cette courbe américaine. On a l'effet devise, hein, on a un dollar qui a baissé toute l'année 2025. Donc, on a des clients aussi qui veulent remettre un peu de dollars dans leur portefeuille. Et au travers d'un fonds obligataire comme celui-là, c'est assez pertinent pour eux. Donc voilà, on est vraiment satisfait de ces fonds-là et de leur démarrage. Alors, North America, lui, il a plus d'un an et demi maintenant de track. US 31, comme on l'a dit, il est sorti il y a 3 mois. Donc, c'est un fonds qui vient saisir un timing de marché assez opportun en ce moment. Et voilà un petit peu ce que Sony propose comme solution. Alors, je vois que vous avez quelques questions. Alors, la première, c'est notamment sur le système de frais d'un fonds daté comme celui-là. Alors, je rappelle, il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. Comme Kevin le disait tout à l'heure, c'est des fonds 100% liquides, UCITS, disponibles sur l'assurance vie. Donc, vous n'êtes pas bloqué, vous n'attendez pas le prochain coupon, vous n'avez pas à aller jusqu'à l'échéance. S'il y a des mouvements marquants sur le dollar ou sur les taux, évidemment, le fonds reste 100% liquide. Donc, c'est important à savoir. Il y a une question aussi sur les référencements.
le travail a été fait. North America, il est déjà référencé partout depuis plusieurs mois, voire années maintenant. Et US31, lui aussi, il l'est. Si jamais vous ne le voyez pas dans certains des contrats, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler. On regardera ça ensemble de plus près. Mais logiquement, ils sont disponibles partout. Et pour les autres questions, bah, écoutez, je propose qu'on en reparle de vive voix dès que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me rappeler, à me contacter pour l'un de ces fonds. C'est vraiment la force aussi d'une société de gestion indépendante, taille boutique comme Sony Asset Management, c'est que vous avez des gérants qui sont vraiment accessibles avec une information qui est en continu et de manière très transparente. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez creuser un de ces sujets-là. Les États-Unis, comme on l'a dit, c'est le marché, c'est le plus gros marché du monde. Et ce qui se passe en général sur les marchés américains va contaminer les marchés européens. Donc, c'est notre rôle en tant que conseiller financier de s'y intéresser, de le maîtriser un minimum pour pouvoir être pertinent et avoir des stratégies d'investissement les plus cohérentes possibles. Donc voilà, merci à tous pour ce webinaire. C'était un plaisir et on se revoit pour le prochain d'ici quelques semaines. Merci à tous. Merci.